ça va être une bonne transition sur la question de l'état de droit. On voit en ce moment dans tous les discours sur l'immigration, les retaillots, les machins, même y compris la façon dont la gauche est totalement... Toutes les façons dont les questions d'immigration sont traitées de façon utilitariste, comme je disais, y compris à gauche, où on a besoin de prouver que l'immigration est une richesse ou une chance, comme a pu le faire Sophie Binet à la télé, enfin, en tout cas le prouver, du moins le dire, pour dire non mais vous inquiétez pas, les étrangers, ils peuvent être parmi nous parce qu'en fait, ils récurent vos chiottes et vous n'avez pas envie de le faire, et du coup, en fait, ils servent à quelque chose. Alors du coup, comme ils servent à quelque chose, bon, on va pas les dégager non plus, parce que bon, sinon il y a qui va récurer vos chiottes et vous filer vos Uber, etc. Bref, donc en fait, il y a cette façon-là déjà de traiter l'immigration qui s'adosse en fait nécessairement à l'érosion progressive de la notion même d'état de droit. Bon, vous savez qu'après je vais faire une transition sur la question du droit international. Bon, le droit international c'est un peu plus compliqué aussi, et globalement le degré d'impuissance face au droit international est beaucoup plus grand que face au droit national. Mais dans les discours en ce moment qu'on voit se développer, il y a de plus en plus de remises en question justement du simple fait que les gens ont des droits, du simple fait que les étrangers avant tout ont des droits, méritent protection. C'est un truc qu'on voit avec notamment Michel Barnier qui a annoncé vouloir remettre en question l'AME, l'aide médicale d'État. C'est tout le discours qu'on a sur ils viennent chez nous pour se soigner, pour profiter de nos allocations, etc. Gna 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 et tout. Alors que bon, déjà l'AME c'est pas des petits bonbons, et globalement quand t'es malade il faut pouvoir être soigné parce que sinon... Alors la version utilitariste, pourquoi le discours de la gauche humanitaire sur l'immigration ne fonctionne pas? C'est que la gauche humanitaire va dire mais non, il faut que les étrangers aient accès à l'aide médicale d'État parce que sinon, s'ils tombent malades, ça fait des risques d'épidémie, et en fait il y a des risques de contamination, et qu'en fait ils peuvent mettre les autres en danger, et qu'en fait c'est une question de santé publique de leur donner l'aide médicale d'État. La réponse de droite c'est ils ont qu'à pas venir. Mais franchement, un discours c'est quand même... Mais c'est pour ça que quand j'ai la gauche humanitaire, je dis pas que c'est que le PS les gens, hein. Je sais aussi quelque chose qui peut être dans notre camp. C'est comme quand on parle de fémonationalisme et d'homonationalisme. Alors on n'arrête pas d'en parler pour parler de l'instrumentalisation des questions LGBT et féministes par l'extrême droite, mais l'homonationalisme, ça vient de la gauche. Donc c'est tout ça le problème de la vision humanitaire de tout ça. C'est qu'en fait, le discours humanitaire qu'on peut avoir à gauche est totalement désarmé face à l'argument d'extrême droite de ils ont qu'à pas venir. Pourquoi je dis ça? Pour faire le lien avec le droit international. C'est qu'en fait, quand tu as cet argument humanitaire à gauche, de trouver la raison d'être de quelqu'un avant même de savoir si cette personne a des droits, du coup, derrière, on peut remettre en question des droits qui sont normalement considérés comme des droits universels. C'est-à-dire que les droits sont des droits naturels, ils découlent du fait que tu as des besoins. Tu as besoin de vivre. Déjà, tu as besoin de vivre. Déjà, c'est le début des besoins, c'est vivre. En bonne santé, tu as besoin d'être logé, tu as besoin d'être nourri, tu as des besoins fondamentaux pour continuer de reproduire ton existence, de reproduire tes conditions même matérielles d'existence. Et donc, au nom de ces besoins, en découlent des droits qui sont des droits naturels, qui sont des droits parce qu'en fait, t'as pas le choix, que sinon tu crèves, et que globalement, on a décidé quand même collectivement de ne pas mettre en place une nécropolitique et de ne pas faire de la mort une variable d'ajustement. Vous aurez posé une question morale d'où l'AME n'aurait censé exister uniquement si immigrés malades pourraient transmettre la maladie aux bons Français. En soi, c'est douteux. Oui. Bref, pourquoi est-ce que j'en viens avec ça à la question du droit international? C'est parce qu'en fait, c'est exactement la même logique qui s'applique. En fait, c'est la logique de, tout comme en France, on a un discours qui vise de plus en plus à remettre en cause l'état de droit, à remettre en cause les protections les plus fondamentales de l'être humain, qui vise à mettre en cause les conditions de base, finalement, d'une société commune, d'une société qui a priori prend soin les uns des autres, sur la simple base que on décrète qu'une personne, parce qu'elle est étrangère, parce qu'elle est autre, n'a pas donc le droit de citer. C'est quelque chose qui est d'autant plus flagrant dans le droit international et dans les questions internationales. Tous les discours qu'on voit fleurir et sur lesquels je vais venir après sont des discours qui visent pas le statut d'humain, parce que c'est pas une question, j'ai pas envie de réduire ça à une question un peu idéaliste de on est tous des êtres humains et du coup ça va, tout va bien, blabla, etc. Bref. Mais si, en fait, c'est nier l'humanité. En fait, ça m'énerve de parler de nier l'humanité de quelqu'un. Parce que c'est un truc qui paraît tellement cliché. Mais en fait, ça veut dire beaucoup plus de trucs, quoi. Bref. Donc, que s'est-il passé récemment? Israël a décidé de lancer des attaques contre le Liban. On avait déjà suivi ça dans certains lives précédents de la semaine dernière. Il y avait eu cette fameuse attaque contre les beepers. Donc, c'était Israël qui avait réussi à faire exploser des engins qui sont donc des beepers, qui étaient aussi des talkie-walkie, etc., à les faire exploser pour
cibler des cibles du Hezbollah. Les gens ont répondu, enfin les gens, les commentateurs de merde sur les plateaux télé, ils ont commencé à dire c'est incroyable, vous vous rendez compte, c'est vraiment l'avancée technologique de ce grand pays qu'est l'État d'Israël. C'est qu'en fait, ils ont réussi à faire des attentats ciblés, quoi. Ils ont réussi à cibler au maximum et à faire le moins de dégâts collatéraux. Alors que, en fait, si, parce que comme on avait dit la dernière fois, oui, si tu as ton beeper dans la poche et que tu es en train de faire tes courses, comme la vidéo qui a circulé absolument partout sur Twitter, suffit qu'il y ait une gamine à côté de toi, elle a sa tête au niveau de ta hanche parce que c'est une gamine, elle est petite, sa tête, elle explose en fait. Donc en fait, tu as réussi à inventer l'attentat ciblé des enfants à côté des autres. Bref. Donc Israël a lancé du coup cette série d'attentats terroristes, en effet, pour tester la réaction internationale. En gros, c'était la question qu'en fait, en ce moment, donc Israël, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils ont réussi à peu près à pilonner tout Gaza. On sait très bien que il faudra des centaines d'années avant de pouvoir reconstruire la société gazaoui. Enfin, quand je dis avant de pouvoir reconstruire, déjà, si on part du principe déjà que Israël s'arrêtera un jour dans sa folie meurtrière. Mais quand je parle de reconstruire la société des Gazaouis, ça veut dire que toutes les infrastructures, tous les réseaux de solidarité, tous les réseaux humains qui font qu'une société est liée entre elles, qu'une société existe, que voilà, elle famoso tissu social, voilà, que les gens sont liés entre eux dans ce tissu social, c'est quelque chose qui met des années, des centaines d'années à se construire. Et donc voilà. Donc Gaza est totalement pilonné. Et quasiment l'entièreté de l'opinion publique internationale, tout en étant révoltée de ce génocide, participe de gouvernements qui, eux, s'en lavent totalement les mains. C'est-à-dire qu'on a vu depuis le tout début, depuis ça fait un an, hein, on est le 1er octobre, ça va bientôt faire un an, là, dans 6 jours. Ça va faire un an, il y a eu les attaques du 7 octobre qui ont donc été suivies d'une réponse indéfinie de la part d'Israël. Face à ça, les opinions publiques internationales ont été tour à tour saisies. D'abord, il y avait ce truc-là de « Oh putain, on sait pas trop où se mettre. Bon, c'est vrai que c'est horrible les attentats, mais en même temps, est-ce que c'est légitime qu'Israël réponde comme ça ?» Au début, c'était la période où ils annonçaient un blocage total de Gaza. Ça va durer combien de temps? On espère que vous allez trouver une solution très très vite. Allez, rabibochez-vous s'il vous plaît, etc. Et très vite, les observateurs les plus chevronnés, ou alors les plus, on va dire, logiques, enfin, comment dire, ceux qui ont le plus de sens logique, on va dire, de tous, qui est dire quand même une bonne partie des gens qui n'ont pas totalement eu le cerveau pourri par l'idéologie de la guerre permanente. Oui, lucide, c'est le mot que je cherchais, lucide. Ont très très vite vu que en fait, les attaques du 7 octobre avaient fourni à Israël le prétexte parfait pour mener à bien une action génocidaire qui est en réalité dans le projet colonial le plus extrême qui est porté par l'extrême droite israélienne, mais qui est aussi en fait porté depuis la fondation de l'État d'Israël, qui était d'une colonisation complète finalement de la Palestine. Qui, rappelle, n'a été stoppé que par des accords internationaux de dire attention, on ne pouvait pas aller plus loin que là. Après, c'est les Palestiniens. Voilà, on fait la distinction entre les deux. Vous vous arrêtez là, s'il vous plaît. Et puis après, Israël qui s'en est battu les couilles. Bref, on va vous refaire l'histoire de l'État d'Israël et de la colonisation de la Palestine. Au fur et à mesure du temps qui est passé, on arrive à peu près, je dirais, au printemps. Ça commence à faire quelques mois que Gaza est totalement sous les bombes, que l'actualité, c'est des évacuations forcées de certaines zones, des transferts immenses de population. Rappelle que le transfert forcé de population, c'est pas légal. Transfert forcé de population est un crime au regard du droit international. En fait, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit d'imposer à des populations de se déplacer de force. Bref, ça a commencé à faire réagir 2-3 personnes. Il y a quand même les opinions publiques internationales qui ont commencé à dire voilà, il y a eu plusieurs tournants. Il y a eu d'abord les audiences auprès de la Cour internationale de justice, donc la Cour internationale de justice que j'avais commenté sur ma propre chaîne YouTube, qui avait opéré un premier tournant dans le discours international, dans la légitimation finalement du discours israélien, où finalement le discours israélien s'est retrouvé pour la première fois face à une contradiction auprès d'une cour de justice internationale, et les opinions publiques ont été mises face à l'évidence même qui était que les actions poursuivies par Israël dans la bande de Gaza et aussi un petit peu en Cisjordanie, ça commençait déjà un petit peu, étaient illégales et qu'ils devaient arrêter parce qu'il y avait un risque imminent de génocide. Et en fait, c'est le moment où les médias ont progressivement arrêté de parler de la Palestine. C'est assez marrant. En fait, les médias ont parlé énormément de la Palestine et d'Israël, pour dire regardez, Israël a le droit de se défendre, c'est horrible, rappelle le 7 octobre, est-ce que vous condamnez le Hamas? Et à partir du moment où
il y a eu cette inflexion du discours, il y a eu ce point tournant finalement de la Cour internationale de justice. Et ensuite, le deuxième point de tournant, c'était les demandes de démission de mandat d'arrêt de la part du procureur de la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale, c'était une demande de délivrer des mandats d'arrêt internationaux contre Netanyahou, Gallant et contre les leaders du Hamas. Bon, entre ils sont morts. Dommage, bon, mais il reste plus que Netanyahou et Gallant. D'ailleurs, demandes pour lesquelles on n'a pas de suite, jusqu'ici. Et progressivement, en fait, au fur et à mesure que les preuves s'entassaient, au fur et à mesure que la situation génocidaire à Gaza était de plus en plus évidente, les médias ont progressivement, en fait, arrêté d'en parler. Ensuite, on a vu qu'Israël commençait à rentrer en Cisjordanie. Alors, non, Israël rentre déjà en Cisjordanie. La Cisjordanie est déjà un territoire relativement occupé par Israël. Mais que disons qu'il y avait de plus en plus d'incursions militaires en Cisjordanie. Voilà, c'est les fameuses images des bureaux d'Al Jazeera qui ont été fermés de force par l'armée israélienne, des raids avec les tanks, je crois que c'était à Jénine, etc., etc. Et de la situation de guerre qui escalade de plus en plus en Cisjordanie. Beaucoup d'incursions à Jénine et Naplouse. Ouais, c'est ça, c'est Naplouse aussi qui avait les trucs vénères. Et globalement, les États-Unis vont globalement rien faire. En fait, au niveau de l'équilibre des forces, c'est tous les trucs que je vous expliquais quand on parlait de la Cour pénale internationale et de la Cour internationale de justice. On atteint très très vite les limites de notre impuissance politique en relation internationale, particulièrement à partir du moment où on est dans une situation comme celle qu'on est en train de voir, où Israël est en train de commettre un génocide et maintenant une agression internationale, même plusieurs agressions internationales, et que Israël est protégé à l'assentiment des États-Unis non seulement, mais aussi d'une bonne partie des pays occidentaux. Et donc c'est ce qui s'est passé avec le Liban. Israël a d'abord fait un premier test. T'as déjà dit ça en live. Je me répète beaucoup sur ces questions-là, en vrai de vrai, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait une capsule à part entière sur ces questions-là, donc j'en ai beaucoup parlé ici et là, mais j'ai quand même envie de replacer les bases. Donc Israël, avec l'attaque des beepers, a fait un premier test pour se dire à quel point est-ce que ça passe si j'attaque un autre État. Parce que jusqu'ici, ce que faisait Israël, c'était d'attaquer la Palestine, et l'avantage de la Palestine, pour Israël, c'est que la Palestine n'est pas à proprement parler un État. Ce n'est pas un État qui est reconnu universellement. Ce n'est pas, en termes d'infrastructures politiques, d'infrastructures civiles, etc., pour toutes les raisons que je vous ai expliquées il y a un an, du coup, la Palestine ne peut pas vraiment prétendre à sa souveraineté. D'ailleurs, c'est bien pour ça que presque toutes les organisations politiques palestiniennes ont une branche armée. C'est parce que la Palestine ne peut pas avoir d'armée, par définition. C'est d'autres organisations qui remplissent ce rôle d'armée par proxy. C'est pour ça que le Hamas est une branche armée, c'est pour ça que le FPLP est une branche armée, c'est pour ça que... etc. etc. Bref. C'est pour ça que quand on essaye d'expliquer ça à un abruti pro-israélien, il dit non mais le Hamas c'était terroriste. Bah oui, mais en fait tu n'as pas d'autre possibilité en Palestine que d'être considéré comme terroriste, puisque par définition tu n'as pas d'armée. Bref. Donc l'avantage d'attaquer la Palestine, c'est que tu n'attaquais pas un État. C'est qu'en fait, Israël, comme Israël occupe la Palestine, alors évidemment, on peut dire qu'Israël a avant tout des devoirs envers la Palestine. Quand tu es une force occupante, tu as des devoirs envers la personne. Voilà. C'est autre chose d'attaquer un autre État. Il y avait l'attaque de l'ambassade à Téhéran aussi. Oui, c'est vrai qu'il y avait l'attaque contre Téhéran. Bon, il y a eu plusieurs petites escarmouches. Téhéran, c'est pas compliqué. L'Iran, c'est pas compliqué de les attaquer, de faire des petits attentats terroristes ici et là en Iran, parce que même si c'est un pays souverain, c'est un pays considéré comme l'ennemi de l'Occident. Donc c'est pas compliqué. Le Liban, c'est une autre paire de manches. Première partie, c'est on teste. On essaie de voir quelles sont les réactions. Les réactions, vous allumez la télé française, c'est waouh, incroyable, l'armée israélienne, elle est trop forte, putain, ils ont réussi à faire exploser des gens comme ça, genre à distance. Oh là là, ils sont vraiment technologiques, c'est incroyable. Bref, donc concrètement, personne n'a relevé le fait que un pays attaquait un autre pays. Si demain déjà la Belgique faisait exploser des bails en France, ce serait une attaque internationale. Même si tu fais exploser des gens qu'on n'aime pas en France, l'idée c'est qu'en fait tu attaques des ressortissants français. Donc c'est un pays qui attaque un autre pays. Il y a la frontière entre les deux et ton attaque elle est de l'autre côté de la frontière. Donc tu attaques un pays. Et l'autre aspect, c'est que c'est une violation des conventions de Genève. Puisque il est interdit d'utiliser comme arme de guerre un objet qui globalement ne ressemble pas à une... Ok, j'ai très très mal expliqué quand j'étais en live. En gros, ce qui est interdit, c'est piéger avec des explosifs, avec n'importe quoi, etc. des objets qui sont utilisés par les civils dans leur vie du quotidien. Les armes piégées, c'est pas interdit. Oui, sauf qu'un beeper n'est pas une arme. C'est un outil de télécommunication. Bref, pardon. Lorsque Israël fait exploser des beepers, Israël commet une agression internationale. Donc Israël agresse un autre pays et le fait en violation des conventions de Genève. Ce qui... Niveau violation du droit international, ça se place là quand même, parce que normalement le droit international, la raison pour laquelle on a créé l'ONU, c'était pour rendre la guerre illégale. Alors fun fact, je sais pas si vous le savez, mais dans la charte même de l'ONU, la guerre c'est illégal.
La guerre, c'est illégal en droit international, à part évidemment quand tu te défends. C'est pour ça que les gens n'ont pas arrêté de répondre le fait que Israël a le droit de se défendre, etc. C'est parce qu'en fait, la seule source de légitimité pour la guerre en droit international, c'est le fait de se défendre. Il y a des règles pour faire la guerre. L'Ukraine a le droit de se défendre, évidemment. Il y a la Russie qui essaie d'envahir l'Ukraine. On va pas dire l'Ukraine n'a pas le droit de se défendre parce que la guerre, c'est pas bien. Attention, hein. Bien évidemment, la guerre est autorisée si tu dois te défendre. Mais donc la guerre, techniquement, est interdite. Donc agresser un pays voisin, quel que soit l'endroit que tu agresses, quelle que soit la personne que tu agresses dans ce pays voisin, etc. Oui, et il faut que ce soit proportionné, exactement, c'est l'autre principe, c'est qu'il faut que ce soit proportionné. Sauf qu'au moment de l'attaque des beepers, tout le monde était en mode incroyable, génial, bravo Israël, vous êtes trop fort, vous avez trouvé des nouvelles façons de tuer des gens qu'on peut faire passer pour ciblés alors que c'est zéro ciblé. Vraiment, on vous envie la prouesse technique de l'armée israélienne. Bon, du coup, c'était un feu vert. À partir du moment où les opinions publiques internationales réagissaient comme ça, où les États-Unis étaient en mode ouh, on regarde pas. Non, mais la campagne présidentielle est importante quand même. Hein. Donald Trump, il est bizarre. You are weird, Donald Trump. Bref. Donc Israël savait qu'il avait le feu vert. Sachant aussi qu'avant les beepers, Israël bombardait déjà le Sud-Liban depuis des semaines. En fait, voilà, exactement à Del Lao, et c'est là où je veux en venir. On avait parlé assez tôt dans le conflit. Il y avait Mathilde Panot et Jean-Luc Mélenchon qui ont dit dans certaines interviews qu'il y avait un risque très très grave d'escalade internationale du conflit. Qu'en fait, c'était pas une guerre de Israël contre le Hamas, et qu'en fait, Israël commençait aussi... C'est ça, il disait pas touche au Liban, pas touche à la Syrie aussi, parce que je rappelle qu'Israël a un projet de colonisation du plateau du Golan. Voilà, donc forcément, quand tu essaies de coloniser quelqu'un, cette personne répond, puisqu'en fait, en effet, ils ont le droit de se défendre. Sur la création d'Israël, pas de Hamas, pas de Hezbollah, c'est simple. Non, mais c'est pas qu'une question de la création d'Israël, le pélican insolent. Avec la création d'Israël, pas de Hamas, pas de Hezbollah. Le Hamas et le Hezbollah se sont créés à des moments clés de tensions militaires et d'attaques militaires pour le Hezbollah contre le Liban et pour le Hamas contre les Palestiniens. Donc faut aussi pas confondre, on va dire. Comment dire, la guerre était active, bien que non plus pas à une échelle immense, mais elle restait active aux différentes frontières d'Israël, puisque, comme je le répète, il y a plusieurs aspects. Il y a déjà que Israël a un projet de colonisation qui est beaucoup plus large que les frontières actuelles de l'État israélien, et même si tu inclus les territoires palestiniens dedans. Le projet de colonisation, le fameux Grand Israël, comprend une bonne partie du Liban, voilà, si une partie de la Syrie, même de l'autre côté, le fameux Grand Israël, etc., que vous voyez parfois sur des cartes qui sont montrées à des prises de parole du Likoud, etc., c'est un projet de colonisation qui est beaucoup plus large que ça. Donc ils ont toujours lorgné sur leurs voisins. La présence d'un Israël qui revendique sa présence au nom d'une terre promise, du grand Israël biblique ou je sais pas quoi, est une menace en soi pour ses voisins, puisque ça veut dire, attention, une fois qu'on aura fini avec la colonisation de l'intérieur, on viendra coloniser les voisins. Et l'autre aspect derrière tout ça, qui est un peu moins, qui est l'explication plus politique, on va dire plus politicienne, c'est que, donc comme je disais, ça faisait un moment que Israël est un peu enlisé dans son génocide des Palestiniens, que Netanyahou est extrêmement contesté, et pour se maintenir au pouvoir, pour maintenir sa légitimité au pouvoir, en fait, comment dire, Netanyahou maintient sa légitimité au pouvoir uniquement sur le fait de faire la guerre. Le mouvement pour le retour des otages est un mouvement qui s'est énormément retourné contre le gouvernement israélien. Alors attention, je ne dis pas que c'est des pacifistes, mais du moins c'est des gens qui sont pas trop d'accord avec ce que fait Netanyahou de tout ça, et qui mettent énormément la pression sur ce gouvernement. Et en fait, à partir du moment où Israël est en guerre perpétuelle, Israël peut continuer de justifier, enfin en tout cas le gouvernement israélien peut continuer de justifier sa légitimité et de justifier finalement une gestion des affaires courantes, comme dirait un certain Macron. Et donc en fait c'était assez logique qu'une fois qu'ils auraient fini avec Gaza, ils commenceraient à se lancer dans la Cisjordanie, et qu'une fois que ce serait bien commencé en Cisjordanie, que de toute façon tout le monde s'en bat les couilles de la Cisjordanie, bah ils pourraient un petit peu tester les voisins. Et en fait c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que l'enlisement du conflit est également une volonté de la part du gouvernement. Il y a une volonté consciente de la part du gouvernement de Netanyahou d'enliser le conflit de façon à continuer de renouveler un contrat social auprès de la population israélienne, qui est un contrat social qui se base sur cette ambition militaire de conquête, cette ambition militaire de protection. Le fameux argument de Israël a le droit de défendre, c'est quelque chose qui participe finalement de la façon dont une bonne partie de la population israélienne se conçoit, une bonne partie du contrat social israélien est fondée, c'est que Israël est une citadelle assiégée perpétuellement en danger, et que Israël doit
systématiquement s'armer pour se défendre, et y compris au prix d'attaquer ses voisins, puisque, après tout, Israël, c'est la nation des Juifs, et les Juifs sont entourés d'Arabes qui leur veulent du mal. De façon très basique. Et quand je dis que c'est une grosse partie du contrat social de la population israélienne, vous allez me dire oui, mais il y a quand même des gens qui sont de gauche, même s'ils sont sionistes. Oui, mais une grosse partie de la population israélienne est parfaitement favorable à la colonisation de l'entièreté de la Palestine. Donc ça reste un contrat social qui mobilise les personnes et qui permet du moins d'utiliser justement cette mentalité de citadelle assiégée pour maintenir, au travers de ce renouvellement perpétuel de ce contrat social par la puissance militaire, maintenir l'autoritarisme de Netanyahou. No joke, le porte-parole de Tsahal a déclaré que le Hezbollah préparait un second 7 octobre. Oui, bien sûr, mais parce que alors, justement, on y vient. Donc, que s'est-il passé? Il y a eu l'attaque des Vipers, et ensuite, Israël a lancé, donc il y a eu plusieurs attaques ici et là, des assassinats, notamment des assassinats aux dirigeants du Hezbollah, etc. Et hier soir, Israël a lancé une invasion terrestre. Envahir le territoire libanais, violer la souveraineté du Liban sur son propre territoire, c'est pas une manière de se défendre, c'est une manière d'attaquer. Donc il faut pas renverser la charge de la responsabilité. Si maintenant vous voulez une solution qui permette d'obtenir le désarmement du Hezbollah, la possibilité et le respect de l'intégrité du territoire libanais, la fin de la colonisation, le retrait d'Israël des territoires libanais occupés. Peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a des territoires libanais aujourd'hui occupés par l'État d'Israël en violation de l'ensemble des résolutions du droit international. Bon élément de contexte, tiens, monsieur Bompard, merci beaucoup. Ah bah oui. Pourquoi il y a des tirs de roquettes du Hezbollah contre les Israéliens dans le sud Liban? Bah, peut-être parce qu'Israël occupe le territoire et qu'ils n'ont pas le droit. Mais ça fait partie des aspects de contexte qui sont absolument importants, parce que sinon après tu vas avoir tous les médias français qui vont commencer à dire la guerre entre Israël et le Hezbollah. Mais c'est vrai que le méchant Hezbollah il lançait des tirs de roquettes, etc. et sans se poser la question de quelle est la légitimité, éventuellement. Je ne parle pas de la légitimité objective, je ne parle pas de dire oh, le Hezbollah a le droit d'exister, ils sont gentils, ils sont géniaux, ils sont super, on les adore, c'est nos amis, etc. Comme les abrutis du chat qui ne comprennent absolument rien, mais bon, qui sont en réalité juste des droitards qui ont cliqué parce qu'il y a marqué Liban. Mais bon, c'est pas grave. C'est ça, la légitimité. Se poser la question de la légitimité Hezbollah, se poser la question de la légitimité politique, de sur quel discours politique est-ce que le Hezbollah base son assise politique. Tout comme Israël justifie son existence par toute une batterie de justifications, qu'elle soit dans le champ du politique, qu'elle soit dans le champ du biblique, du historique, sur la défense militaire, etc., etc., bah, le Hezbollah a une justification également à son existence. Même si on dit le Hezbollah, ils sont méchants, mais sur quoi est-ce qu'ils basent leur justification à faire leur truc méchant? Il y a toujours des raisons. Donc c'est pour ça que cette partie de contexte est hyper importante. Il doit y avoir un cessez-le-feu au Liban, cessez-le-feu à Gaza, et un processus politique avec le droit international. Le droit international, pas je décide d'envahir une frontière, je massacre une population. Il y a 1 million de Libanais qui sont déplacés aujourd'hui sur les 6 millions que contient la population libanaise. Peut-être que ça devrait vous intéresser. Et ça rappelle quelque chose. Attends, il y a 1 million de Libanais déplacés? Il y a des déplacés de l'intérieur au Liban? Tiens, c'est marrant, ça me fait penser à la Palestine. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on arrive finalement sur la question du Liban, on voit ce qu'on répète depuis un an maintenant, ça va faire un an, mais on voit que le continuum colonial, la politique coloniale qui est appliquée à la Palestine, est aussi appliquée au sud du Liban. Et qu'en fait, bah oui, partout où tu viens occuper militairement une région, des populations se déplacent et fuient. Et c'est l'intérêt d'Israël de faire du nettoyage ethnique de cette façon-là, pour pouvoir revendiquer sa souveraineté sur ces territoires-là. C'est exactement pareil que sur la Palestine, dont le grignotage progressif, par exemple, de la Cisjordanie se base également sur le nettoyage ethnique des différentes zones, villages, etc. de la Cisjordanie. Que c'est pour ça que Gaza, bah, c'était un petit problème, parce que bah, du coup, à partir du moment où c'était un endroit où vous avez foutu un enclos autour, bah, c'était pratique, parce qu'il y a un enclos, du coup, ils sont tous parqués, mais du coup, bah, on ne peut pas vraiment les coloniser progressivement, parce que bah, en fait, il faudrait casser l'enclos pour ça, bref. Vous avez compris. Exactement le projet, vous voyez, ils habitent plus là, du coup on peut s'installer. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est littéralement ça. C'est en mode on te fait fuir de ta maison et du coup après, hop, bah, maintenant c'est la mienne, quoi. Tout ce qu'on a dit, et vous allez voir, ça va être tout le fil rouge finalement de mon stream, c'est qu'en fait tout ce qu'on a vu qui était valable pour la Palestine est également valable pour le sud du Liban. À la fois la méthode coloniale et ses conséquences, et aussi la propagande de guerre. Il y a eu plus d'1 millier de morts, il y a des enfants, il y a 2 Français qui sont morts à Beyrouth. Et on en parle absolument tous les jours. C'est marrant, ça me fait penser à il y a un an, quand on parlait du fait qu'il y avait des gens qui mouraient à Gaza. Ils disent non mais on en parle aussi des morts à Gaza, hein. On dit qu'il y a des morts à Gaza, hein. C'est pas, voilà, on en parle tous les jours. C'est rigolo ça. En fait, Israël, ils se sont dit, pour fêter les 1 an du génocide palestinien,
on va faire pareil au Liban. Ce que vous dites, c'est ça le sujet, c'est aussi Israël qui reçoit quotidiennement les roquettes du Hezbollah depuis le 8 octobre, parce que le Hezbollah a décidé d'être en solidarité avec le Hamas. Si vous voulez que ça s'arrête, qu'est-ce qu'il faut faire? Mise en équivalence entre le Hezbollah et le Hamas. Tout comme au début du génocide, il y a un an, le discours général, c'est de dire que le Hamas, c'est comme Daesh. Mise en équivalence entre deux figures du mal qui ont été construites, et du coup de dire, regardez, c'est pareil. Il va y avoir les 1 an du 7 octobre, je me demande comment ça va être traité médiatiquement. Tu veux une blague, un Garneau? Est-ce que tu veux une blague sur le 7 octobre? C'est la date qu'ils ont choisie pour le procès de Georges Ibrahim Abdallah. C'est pas une blague, c'est vrai. Le reprocès de Georges Ibrahim Abdallah pour savoir si en effet c'est illégal. Ils ont choisi le 7 octobre quand même. Donc voilà, vous savez déjà quels vont être les discours. En plus, il est libanais, en plus. Qu'est-ce qu'il faut faire si vous voulez que tout ça s'arrête? Vous devez avoir un processus politique, vous devez avoir la fin de la colonisation par Israël de la Cisjordanie, vous devez avoir la fin de l'invasion israélienne sur la bande de Gaza, vous devez avoir Mais est-ce que vous reconnaissez... Et donc voilà, c'est le jour de la marmotte. Encore une fois, c'est le fil rouge de mon live. C'est tout ce qui se passe aujourd'hui au Liban est une redite politique de ce qui s'est passé déjà avec Gaza et avec la Cisjordanie. On nous dit c'est une guerre contre le Hezbollah. Le Hezbollah, ils sont alliés avec les autres gens qu'on a décidé qu'on n'aime pas, qu'on se pose pas la question de pourquoi ils existent, et que si on se pose la question de pourquoi ils existent, on vous hurle dessus sur les plateaux télé, comme encore une fois cette historienne, pareil début octobre dernier, qui était en mode alors le Hamas en fait pour vous faire son historique, etc. Comme ça, vous pardonnez, vous excusez le Hamas. Bref, vous condamnez le Hamas, vous condamnez pas le Hamas, alors que la meuf c'est une historienne qui expliquait en fait le contexte de tout ça, le contexte de la Palestine, enfin bref. Et ensuite, jour de la marmotte aussi, parce que bah du coup à gauche, on dit qu'il faut respecter le droit international, il faut un cessez-le-feu et un processus de paix encadré de façon internationale parce que c'est très important. Et la réponse qu'on nous fait, c'est est-ce que vous condamnez le Hezbollah? Avec la possibilité pour Israël de vivre en sécurité, parce que je suis en train de répondre précisément à la question que vous allez me reposer, et la possibilité pour le peuple palestinien. Est-ce que vous reconnaissez Emmanuel Bompard, le Hezbollah, comme une organisation terroriste? Mais moi, je défends la même position. Est-ce que le Hezbollah, c'est des terroristes? Est-ce que le Hamas, c'est des terroristes? Est-ce que vous désignez le Hamas? Est-ce que c'est des attaques terroristes? Et ça boucle. Et le disque est rayé. Et c'est tout ce qui s'est passé. C'est le jour de la marmotte. C'était il y a un an, voilà. Un an plus tard, on refait la même avec le Liban. Et on prend les mêmes arguments. Et le discours médiatique, la propagande médiatique est strictement la même. Alors même que je dis pas que c'est moins grave de faire un acte d'agression extérieure sur un pays frontalier comme le Liban que d'agresser une zone dont on est occupant. C'est toutes les deux des violations du droit international, mais on va dire, pour être un petit peu plus charitable, que c'est plus, comme je disais tout à l'heure, c'est plus flagrant lorsque c'est un autre pays. Parce qu'un autre pays a une reconnaissance internationale. Et du coup, ça se voit plus quand tu agresses un autre pays que quand tu agresses des territoires qui sont sous occupation et qui ont un statut qui est encore en suspens et qui est encore extrêmement précaire, comme c'est le cas pour la Palestine. Donc, j'avais commencé cette capsule sur les remises en question de l'état de droit en France, avec l'exemple de l'AME, Retailleau, le gouvernement Barnier, etc., etc. Et que, en fait, c'est quelque chose qu'on observe absolument partout dans le monde, particulièrement sur le droit international. Et bien, en fait, en un an, c'est ce qu'on a observé. C'est que ce glissement-là, de cette normalisation finalement pour Israël, de globalement rouler sur absolument toutes les populations que Israël a décidé de désigner comme ennemies de façon arbitraire pour poursuivre un but de colonisation. La propagande de guerre et la propagande politique israélienne et le fait que les pays occidentaux, y compris le nôtre, parce qu'on est quand même partie prenante en tant que citoyen d'un pays bref, eh bien ce glissement continue de s'appliquer à encore plus de pans du droit international. On a vu avec les conventions de Genève sur le fait de faire exploser les beepers, simplement le fait que tu n'as pas le droit d'agresser un voisin, normalement, c'est illégal, etc., 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 etc. Et ça glisse, ça glisse, ça glisse, ça glisse. On n'arrête pas de dire qu'à force de s'habituer à quelque chose d'inique, à force de s'habituer au statu quo, etc., on finit par justifier encore pire. En fait, on a c'est l'illustration parfaite de la pente glissante génocidaire dans laquelle on est plongé depuis un an, depuis beaucoup plus d'années en fait, parce que encore une fois, ça n'a pas commencé il y a un an, la colonisation de la Palestine, ni même la colonisation des voisins de la Palestine, que ce soit celle du Liban, que ce soit celle du Golan, que ce soit celle du Sinaï, même si encore une fois c'est un peu moins d'actualité en ce moment. Ouais, on peut parler de la fenêtre d'Overton, mais c'est les grenouilles quoi, c'est ça, c'est la grenouille dans le bain d'eau chaude, et en fait ça monte, et on est de plus en plus démunis par rapport à ça quoi. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a créé l'ONU pour se dire il faut une instance qui soit plus efficace que la Société des Nations qu'on avait fait avant, pour faire respecter le droit, pour punir les gens qui se font la guerre et pour garantir l'intégrité des États. Que finalement, l'équilibre international est extrêmement fragile et il faut une instance multilatérale où chaque pays ait voix au chapitre et
qui puisse rendre l'agression, si ce n'est totalement l'éradiquer, du moins la rendre beaucoup plus coûteuse pour les États et la soumettre à une désapprobation et des conséquences au niveau international. C'est sur cette base-là que quand on parle du respect du droit international, c'est en mémoire, évidemment, et puis on peut se foutre de la gueule du droit international, globalement tout le monde se torche avec. Tout le monde se torche avec le droit international, c'est le truc, voilà. Mais quand on parle du droit international, il y avait, je sais pas, quand j'étais gamin, j'avais l'impression qu'il y avait cette révérence-là. De quand même, le droit international, c'est important parce que c'est ce qui garantit la paix. Et puis la paix, c'est important parce que c'est avec ça qu'on a mis fin aux nazis et qu'on a mis en place un ordre mondial, un ordre international, où même si c'est pas parfait, au moins on respecte le fait que les gens ont le droit de citer et que les gens ont le droit de vivre. Et que les pays sont reconnus comme tels et que leurs frontières sont protégées. Alors évidemment, ça n'existe pas. Évidemment, ça a toujours été une fiction. Évidemment, on a toujours violé les frontières des différents pays. Et évidemment, c'est pas la première fois qu'Israël essaie d'envahir le Liban. Mais avant, on s'en cachait un peu plus. J'ai l'impression. Je sais pas, peut-être que je suis jeune. Encore une fois, dites-moi si je suis jeune. Mais avant, on s'en cachait un peu plus. Là, c'est pour ça que je fais le lien avec les discours, l'extrême droitisation des discours en France et au niveau international. C'est que l'argument d'Israël, c'est de dire que le Liban n'a pas vraiment de souveraineté. Qu'en fait, le Liban... que finalement, la souveraineté d'un État, qu'en fait, on peut décréter, comme on le veut, que ces principes de base, qui normalement sont censés pas être discutés, ne valent rien parce que nos intérêts sont supérieurs à ça. En tout cas, la propagande médiatique s'embarrasse beaucoup moins. T'es jeune, mais t'as raison quand même. Ok, d'accord. En tout cas, la propagande médiatique s'embarrasse beaucoup moins d'essayer de masquer le fait qu'elle a un discours proprement... Elle réactive le discours pour lequel on a créé toute cette architecture de l'ONU, etc. Et on arrive de plus en plus à la fin de ce cycle-là. Dans le fond, qu'il s'en cache ou pas, qu'est-ce que ça change réellement? À partir du moment où il ne s'en cache pas, ça veut dire que, et c'est là en fait où je veux finir, à partir du moment où il s'en cache plus, et que les gens adhèrent à ce discours qui s'en cache plus, le droit international même, l'idée même de droit de l'homme, ne peut par définition plus être un argument. En fait, comment tu désamorces l'argument ultime habituel qui était celui de quand même il y a des droits humains à respecter, qui a toujours été un argument faible, hein. Mais comment tu le désamorces? C'est de dire, en fait non, ces droits humains, on s'en bat les couilles. C'est un truc dont j'avais parlé, c'était avant que je fasse des vidéos sur YouTube, je faisais que des TikTok à l'époque. On avait commenté un extrait où Darmanin, à l'Assemblée nationale, je crois dans une audition, utilisait le terme droit de l'homiste. C'est pour ça que je veux revenir à ça, justement à cette question des droits de l'homme. Il y a une histoire de l'opposition aux droits de l'homme par l'extrême droite. Contexte 1945, on se dit, comment est-ce qu'on crée un ordre? On voit que la Société des Nations a échoué à empêcher la guerre. On se dit, il faut créer un nouveau truc à la sortie de cette putain de guerre. Il faut commencer à travailler sur des principes juridiques qui soient universels, qui empêchent justement la mise en place de régimes fascistes, de régimes totalitaires, etc., qui amèneraient justement à une nouvelle guerre. C'est un résumé atroce que je suis en train de vous faire. Il y a une poussée historique pour universaliser certains principes qui permettent du coup de poser des bases du vivre ensemble en fait. Donc qui s'opposait à ça? C'était plutôt, on va dire, l'extrême droite qui très très vite les a péjorativement désignés comme les droits de l'homiste. Oh là là, eux leur truc c'est les droits de l'homme, très très bien, mais ça n'existe pas. Parce que eux, fondamentalement, ne croient pas à l'universalité des droits. Ils ne croient pas à l'égale dignité des humains entre eux. Donc c'est pour ça qu'il y a une détestation historique, et quand vous regardez des gens parler de droits de l'homisme au XXe siècle, généralement, c'est la droite et l'extrême droite. Même plutôt l'extrême droite d'ailleurs. Je sais pas si vous avez observé ça, le terme de droit de l'homiste a été progressivement banalisé, d'abord dans les médias. Zemmour utilisait beaucoup ce terme. Et il n'y avait pas grand monde en face pour lui dire... Qu'est-ce que tu racontes? Un élément de langage, en tout cas, est passé très très progressivement et presque imperceptiblement de l'extrême droite, Jean-Marie Le Pen, Zemmour, etc., à des Christophe Barbier-Manteau. Et donc à partir du moment où des gens qui sont au-delà de tout soupçon pour la bonne société des plateaux télé commencent à employer ce terme, cette anesthésie progresse en fait dans la société. On se retrouve face à une situation où on doit encore plus expliquer, non mais attendez, les droits de l'homme, c'est bien en fait. La vie humaine est précieuse. Tuer les gens, c'est pas bien. On en est à devoir argumenter en faveur de ça. Et c'est pour ça que je soupire énormément quand je vois trans rights are human rights et des trucs comme ça. C'est parce qu'on en est même plus à dire c'est des droits humains, hop, c'est bon, j'ai fini mon militantisme. Non, on en est à dire les droits humains sont nécessaires à la vie en société. Le terme de droit de l'homiste, c'était la façon dont l'extrême droite avait de lutter contre toute cette architecture de l'état de droit au niveau international, de l'idée de droits de l'homme, de droits universels, de protéger un petit peu au minimum les gens, etc., etc. Et en fait, le mot droit de l'homiste
était plutôt un mot qui appartenait au camp de l'extrême droite, parce que même à droite, on disait quand même, ah, les droits de l'homme, même si on n'en faisait aucun cas, hein, on disait dans le respect des droits de l'homme, etc., alors qu'en fait, les droits de l'homme, on se torchait avec. Mais on disait quand même dans le respect des droits de l'homme. Et ça faisait que les droits de l'homme étaient un argument qu'on pouvait opposer à ce que faisait la droite, parce qu'on disait, tu dis... Merci Ranek pour les 5 abonnements. Parce que quand la droite disait, il faut faire ça en effet dans le respect des droits de l'homme, ça donnait un argument pour dire, mais là, vous avez violé les droits de l'homme, donc le discours du droit était doté quand même d'une certaine arme rhétorique, parce qu'il parlait selon nos propres termes, entre guillemets. Quand je dis les nos, je dis ceux qui défendent l'idée que globalement c'est pas bien de tuer des gens. Donc j'avais commenté ça quand Darmanin avait commencé à employer le terme de droit de l'hommiste à l'Assemblée nationale. Donc ce mot-là de l'extrême droite décrédibilisait les gens qui défendent l'idée de droit de l'homme, donc l'idée de droits fondamentaux de l'être humain, etc. Et que je disais que c'était un signe absolument effrayant de l'extrême droitisation et du fait que l'argument même de droits humains, l'argument même de ces droits inaliénables n'est même plus un argument qu'on peut utiliser et en fait devient progressivement totalement désarmé et le droit international lui-même, le peu d'armes qu'il pouvait avoir, qui était quand même de dire attention, il faut respecter les gens et puis qu'on peut un petit peu juger les actions politiques à l'aune de ça et reconnaître que les actions politiques peuvent être jugées à l'aune des droits de l'homme, bah à partir du moment où tu imposes dans le discours général, dans le discours public, le fait que finalement les droits de l'homme sont risibles et que les gens qui les défendent le sont tout autant, que ce ne sont que des droits de l'hommistes, un peu bizarres, un peu farfelus, et bien tu désamorces directement la possibilité de créer une adhésion aux droits de l'homme. Pourquoi je veux en venir à ça? On parlait tout à l'heure des mandats d'arrêt contre Netanyahou, de la Cour pénale internationale. Sauf qu'en fait, si la Cour pénale internationale délivre ces mandats d'arrêt, mais que les États ne l'appliquent pas, parce qu'ils ne reconnaissent pas le droit international, parce qu'ils ne reconnaissent pas la légitimité, que ce soit celle de la Cour pénale internationale, soit celle de critiquer ne serait-ce que légèrement Netanyahou, ça veut dire qu'on est de retour dans la période qui a amené sans aucun problème la putain de Seconde Guerre mondiale. Et qu'en fait, parce qu'en gros, là où la différence entre... Donc il y avait la Société des Nations et ensuite il y a eu l'ONU. La Société des Nations, le problème, c'est qu'en fait, tu pouvais choisir de quitter la Société des Nations. C'est-à-dire que tu rentrais dans la Société des Nations, tu acceptais de te soumettre aux mêmes règles que tout le monde, sauf que tu avais le droit de te barrer de la Société des Nations. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait les Allemands? Ils ont dit, ouais, on se barre. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Italiens? Ouais, on se barre, on est un peu trop fasciste pour ça. Du coup, quand on a fait l'ONU, on a dit bah l'ONU c'est universel, t'as pas le choix. T'as pas le choix que d'obéir aux règles de l'ONU, etc. C'est universel, tu n'es pas reconnu comme un pays si tu ne fais pas partie de l'ONU. Sauf qu'en fait, tout simplement, le fait même de délégitimer la fondation même de l'ONU, la fondation même de cet ordre mondial international fondé sur les droits de l'homme, ordre libéral, ordre critiquable, etc. Voilà, les marxistes ont beaucoup critiqué cette idée libérale du droit international, etc. Mais bon, c'est tout ce qu'on a, c'est une arme bien faible, mais c'est tout ce qu'on a. Mais à partir du moment où la base de légitimité est attaquée elle-même, bah dans ce cas, ça ne sert à rien que l'ONU soit universelle pour éviter les écueils de la SDN. Puisque du coup, de fait, l'ONU ne devient plus universelle à partir du moment où le rapport de force des États devient suffisant pour outrepasser toute coercition, y compris uniquement dans le langage. Parce que quand je parle de coercition, ça ne veut pas dire qu'on t'oblige à faire des trucs, etc. Mais simplement ne serait-ce que la moindre déférence au langage du droit international. C'est que, y compris sur le plan international, on est de retour. On n'arrête pas de parler de la montée du fascisme du retour des années 30. C'est pour ça que je fais depuis le début le lien entre la politique nationale et la politique internationale. On n'arrête pas de parler du retour du fascisme des années 30. Et bien, au niveau de la structure des relations internationales, on est en train d'y revenir aussi. L'ONU n'est pas universelle à partir du moment où il y a 5 membres qui ont droit de veto. Oui, c'est pour ça que là, je vous fais des... Comment dire ? Quand je vous parle de l'ONU, de la SDN, etc., je vous fais volontairement le résumé qu'on a tous appris en cours d'histoire. En 2 ans de master de relations internationales, je sais que c'est plus compliqué que ça et que le Conseil de sécurité lui-même est une absurdité totale et c'est le ver dans le fruit justement de l'universalité de l'ONU, ça j'en ai totalement d'accord. Mais je le bosse à grands traits, enfin comment dire, je fais exprès de le brosser à grands traits parce que bien évidemment c'est plus complexe que tout ça. Bien évidemment qu'on n'a pas attendu aujourd'hui pour qu'il y ait des agressions qui soient restées impunies, pour que l'ONU ait un certain degré de, comment dire, d'impuissance politique, bien évidemment, pour que le droit international soit foulé aux pieds par n'importe qui. Mais il y a de plus en plus de signaux forts que tout ça se fait de façon de plus en plus ouverte. Il y a le même discours anti-droits de l'homme concernant l'immigration. Barnier est extrêmement hostile à la Cour européenne des droits de l'homme car trop clémente envers les étrangers, comme d'ailleurs Darmanin qui se torche le cul avec les jugements de la Cour européenne des droits de l'homme. Oui, exactement. C'est ce que je disais dans ma vidéo sur Barnier, justement. C'est que même là-dessus, Barnier est fondamentalement hostile à l'idée des droits de l'homme. Est-ce que vous savez qu'Emmanuel Macron s'est rendu au Liban en 2020 et qu'il a rencontré le chef du groupe parlementaire du Hezbollah? Est-ce que vous le savez? Et quand on lui a posé la question de savoir, et quand on lui a posé la question de savoir pourquoi il rencontrait le chef d'un groupe parlementaire d'une organisation terroriste, le journaliste lui a posé cette question, il a dit mais le Hezbollah fait partie de la démocratie libanaise, ils disposent de députés, ils ont des ministres dans le gouvernement libanais et il faut discuter avec tout le monde. Donc vous reconnaissez que c'est aussi une organisation terroriste. Donc Bompard qui explique
C'est énervant. Hein. Mais Bompard qui explique, écoutez, Macron, il a déjà rencontré les gens du Hezbollah, donc en fait, terroristes ou pas terroristes, c'est des composantes politiques. Donc vous dites qu'ils sont terroristes. T'es en mode, mais putain, mais ferme ta gueule. Donc voilà, bref. Pour prendre les termes tels qu'ils sont, la branche armée du Hezbollah est considérée par l'Union européenne comme une organisation terroriste. Mais il y a une branche politique du Hezbollah qui siège au gouvernement, que rencontre le président de la République. Donc si vous voulez, si ça vous amuse, vous pouvez dire ce sont tous des... Et voilà, et c'est ce même truc. Et en fait, ça fait partie de l'inégalité structurelle. C'est exactement comme pour la Palestine. En Palestine, les organisations politiques ont une branche armée parce que la Palestine, par définition, n'a pas d'armée. Au Liban, le Hezbollah a une branche politique et une branche armée sur le même modèle que les organisations palestiniennes, particulièrement parce que le Hezbollah s'est créé dans un contexte militaire, en raison aussi de toute de l'instabilité libanaise, etc. Ça, je ne dis absolument pas qu'il y ait une instabilité politique au Liban, etc. Mais aussi que, tout simplement, le Hezbollah s'est créé du Liban en réponse à une invasion militaire contre laquelle l'armée libanaise ne pouvait. Le Liban a aussi une armée en plus de ça, exactement. Sauf que l'armée libanaise, il y a des guerres de pouvoir. Il y a une utilisation de la légitimité militaire du Hezbollah pour imposer une certaine politique, bien évidemment. Tout comme l'Iran, et on viendra après sur l'Iran, tout comme l'Iran utilise sa légitimité militaire, notamment auprès des pays de la région et des organisations arabes de la région, pour maintenir sa stabilité politique. Quand je dis que Netanyahou étend son agression aux pays voisins, en partie aussi pour garantir son maintien au pouvoir et garantir au travers justement de ce contrat militaire, ce contrat politico-militaire de se maintenir au pouvoir, c'est aussi le cas de l'Iran qui efface quand même certaines instabilités politiques et certaines remises en question et qui utilise également cette question militaire pour les relations internationales sont des questions nationales avant tout. Enfin avant tout, non, mais en tout cas sont tout autant des questions nationales que internationales. Bref, vous avez compris. À la fin, vous n'allez pas régler le problème. Et si vous voulez régler le problème, parce que quand même, il y a des gens qui sont victimes de ce qui est en train de se passer, et si vous voulez éviter l'embrasement général dans la région, et si vous voulez faire en sorte que le Liban, l'intégrité, la souveraineté territoriale du Liban soit préservée, que le peuple palestinien puisse disposer d'un État, et que l'État d'Israël puisse vivre en paix et en sécurité, si vous voulez obtenir toutes ces conditions-là, il n'y a pas d'autre solution que la diplomatie. Et pour obtenir la diplomatie, il faut forcer Netanyahou à revenir à la table des négociations. Et donc, il faut prendre des sanctions. Et donc, il faut décider d'un embargo sur les armes. Et donc, il faut suspendre les collaborations économiques. Parce que pour l'instant, celui qui refuse de discuter, il s'appelle Monsieur Netanyahou. Et c'est lui qui, après avoir envahi la bande de Gaza, massacré des dizaines de milliers de personnes, après avoir multiplié et continué la colonisation, Ah mais je ne crois pas que le Hezbollah a envie de discuter, donc voilà, comme d'habitude, exactement comme on nous a fait pour la guerre Israël-Hamas, c'est exactement pareil, on dit que Netanyahou n'a aucune envie ni aucun intérêt à arrêter cette guerre et que c'est précisément exactement ce que je dis, c'est qu'en fait l'intérêt politique de Netanyahou c'est de continuer de s'enliser pour continuer de maintenir un état de guerre, pour continuer de se légitimer politiquement et qui n'a aucun intérêt ni aucune volonté de négocier le moindre cessez-le-feu. Et d'ailleurs le mouvement de libération des otages en Israël, tout sioniste et tout colonialiste qu'il est, a bien compris ça. Et la réponse en face c'est oui mais le Hezbollah non plus ils veulent pas discuter. Voilà, je sais que le gouvernement libanais a dit hier qu'il fallait un cessez-le-feu et qu'il appliquerait la résolution des Nations Unies qui prévoit le désarmement du Hezbollah. Il n'a pas les moyens aujourd'hui. Mais enfin c'est incroyable. Mais c'est vrai. Et donc qu'est-ce que vous proposez? Qu'on continue à massacrer tout le monde? Bien sûr que non. Du coup le Hezbollah non plus. Alors qu'on fait quoi? On massacre? C'est quoi? On continue de les pilonner? On leur fait pareil qu'on a fait à Gaza? C'est ça? Faire un génocide et puis après on dira des années plus tard, oh là là, le génocide à Gaza c'est en 2024, c'était absolument, oh là là, les massacres du sud Liban en 2024 c'était vraiment horrible, plus jamais ça. On dira ça dans 10 ans quand la poussière sera retombée et qu'il n'y aura plus rien. Et donc la France, elle doit faire ce qu'elle a à faire, elle doit faire la diplomatie, elle doit mettre la pression. Mais vous savez aussi que Benyamin Netanyahou n'écoute en ce moment personne. Tu veux dire que Benyamin Netanyahou n'en fait qu'à sa tête? Que c'est un peu un rebelle par rapport au droit international? Que c'est un peu un État rebelle? Comme on dirait en anglais, un rogue state? Qu'est-ce qu'on leur fait d'habitude aux rogue states? Ah oui, on les met sous embargo, on bloque toutes les importations... on coupe tous nos liens, on fait une diplomatie agressive contre, comme on a fait en Iran, qui est un rogue state pour les États-Unis. Donc si Netanyahou n'écoute absolument rien, on prend des sanctions. Pourquoi on n'a pas pris de sanctions? En fait, oui, dingue la vue d'un propagandiste de fou. Le dernier argument des propagandistes, et c'est là qu'on revient sur cette question-là, de cette délégitimation fondamentale de l'idée même de droit international, de cette délégitimation fondamentale de l'idée même de légitimité, je sais pas, d'un autre État à vivre tranquillou, sans être agressé par son voisin, c'est que l'argument final de cette meuf, c'est de dire, de toute façon Netanyahou, il écoute rien, donc on peut rien faire. Donc en fait, on va le laisser faire. Parce que vu qu'il écoute rien ni personne, c'est la loi du plus fort qui règne. Puisque si on n'a aucune envie de lui mettre la moindre sanction. Encore une fois, l'autre fois, Mélenchon s'est fait traiter d'antisémite parce qu'il a dit que le ministre délégué en charge de l'Europe était un soutien de Netanyahou. Et là, ils ont dit « Mais quel rapport entre l'Europe et Israël? Hein voilà, pourquoi? Vous êtes antisémite? C'est parce que s'il s'appelle Benjamin Haddad, c'est ça? C'est parce qu'il est juif que vous dites ?» Bah non,
mais parce que l'Europe est un vaisseau au travers duquel on peut imposer des sanctions. Et que votre Netanyahou, mais il écoute rien, Netanyahou, il en fait qu'à sa tête, on y peut. Bah non, parce que précisément, l'Europe, c'est le véhicule au travers duquel on peut le forcer. Ah bah oui, l'Union européenne, elle nous contraint, mais par contre, quand on veut agir à son travers, ah bah non, du coup, l'Union européenne, elle a aucun pouvoir. Ah bah putain, bah faudrait savoir en fait. Quoi, on fait une politique d'austérité parce que l'Europe nous le demande, mais par contre, on peut pas demander à l'Europe de faire une politique d'embargo contre Israël. Exactement ce que tu dis, Mixme, la légitimation de l'arbitraire est la loi du plus fort. En fait, pourquoi le droit international existe? C'est justement pour limiter la loi du plus fort et la loi de l'arbitraire dans les relations internationales. Et on voit tout cet édifice s'effondrer particulièrement sur la question d'Israël. Encore une fois, c'est pas le seul conflit au monde. C'est même pas le seul conflit génocidaire / proto-génocidaire au monde. On a eu beaucoup de militants qui ont dit ouais mais le Congo quand même, on n'entend pas beaucoup en parler, etc. Enfin bref. Donc c'est clair que la Palestine, c'est pas le seul conflit. Mais c'est le conflit où le plus singulièrement, les discours de légitimation de la part des pays occidentaux, qui sont censés être les gendarmes du monde, mettent le plus à mal la possibilité de protéger le monde entier contre la loi du plus fort et contre l'idée de la loi du plus fort, d'empêcher justement que la loi du plus fort soit un principe qui devienne ratifié dans la convention de la façon dont on fonctionne d'État à État. C'est pour ça que c'est là précisément, c'est par cette question-là d'Israël précisément que le droit international est le plus fragilisé, puisque c'est là qu'on va déployer le plus d'arguments et de propagande et de justification politique pour dire en fait la loi du plus fort parfois c'est légitime. Et donc en fait finalement le droit international, les droits de l'homme sont illégitimes et du coup qu'on désarme la possibilité de garantir un règlement diplomatique. Pourquoi les insoumis n'arrêtent pas de dire il faut mettre en place des règlements diplomatiques, etc. C'est parce qu'en fait ça permet de faire appel à des règles qui nous dépassent et qui mettent à distance le conflit pour dire bah voilà, il y a ces règles-là, on va les garantir au travers de tel et tel truc, etc. C'est quelque chose qui permet justement de mettre à mal la loi du plus fort, puisqu'on a des sanctions, des trucs avec lesquels on se met d'accord. Encore une fois, c'est jamais respecté, il y a toujours des façons de filouter, etc. On le sait très bien. Mais au moins dans le discours, ça place le discours sur une base qui est celle de on se check mutuellement et on fait en sorte de façon la plus coercitive possible, dans la mesure du possible, d'éviter la guerre et d'éviter que parce que quelqu'un a des bombes, des armes, une armée, etc., il puisse poutrer son voisin. En différence, le Congo illustre le racisme avec lequel et regardez le conflit, ils se tuent entre eux les sauvages sans s'interroger que c'est un peu notre faute aussi les causes de leur conflit. Ouais, bien sûr, mais d'autant que le Congo, notamment, notamment le Nord Kivu, mais pas que, mais c'est aussi une question qui est fondamentalement ancrée dans les politiques extractivistes occidentales. C'est totalement lié aussi à l'extraction minière, etc. Et donc, il y a des intérêts autrement économiques dans tout ça. Au Congo, la complicité se place plutôt dans la façon dont les lois du commerce mettent à mal les droits internationaux. Là où la question d'Israël, il n'y a même pas l'excuse du commerce. Dans le sens où c'est pas un lieu d'extraction de ressources primaires particulièrement important pour vos téléphones, par exemple. Le Congo, c'est une illustration de la façon dont la marchandisation de la planète et la marchandisation des êtres humains détruit toute possibilité de droit international. Et en fait, comme Israël, il n'y a même pas cette question-là de la marchandisation. Tout n'est que sur le discours de légitimation. C'est aussi pour ça que je dis qu'Israël est particulièrement un endroit où le droit international est remis en question. C'est parce qu'il n'y a même pas l'excuse des matières premières. Le discours est purement et durement génocidaire parce qu'il n'y a même pas de discours parallèle sur lequel tu peux déplacer la question. C'est plutôt dans ce sens-là. Là où le Congo, il y a une multiplicité d'interactions économiques qui font que le discours est sans cesse déplacé sur autre chose, sur la corruption de machin, sur oui mais quand même vous comprenez les ressources minières et en même temps on peut pas contrôler. Enfin bref. Le jour de la marmotte, Bernard-Henri Lévy, une boussole qui pointe toujours le sud. Israël n'est pas en train d'envahir le Liban, il le libère. C'est un moment historique, pas seulement pour les Israéliens, mais aussi pour les Libanais, les Arabes et les chrétiens d'Orient. Ne pas comprendre ça, c'est d'avoir perdu toute boussole morale et politique. C'est tellement transparent, c'est tellement évident, c'est tellement le même discours que sur Gaza où c'est en mode « Non mais on libère la population gazaoui du méchant Hamas !» Et y compris nos chers chrétiens d'Orient. Ah bah putain, ouais, les chrétiens d'Orient. Ah bah putain, vous en avez quelque chose à foutre des chrétiens d'Orient? Vous savez qu'ils sont en train de se faire massacrer à Gaza aussi, les chrétiens d'Orient. Même discours que sur l'Afghanistan et l'Irak. Mais bien sûr, mais même discours que sur l'Afghanistan et l'Irak. Même procédé que sur la Libye.
Rappelle que Bernard-Henri Lévy, il a participé à la libération de la Libye, quoi. Bref. En tout cas, l'information, c'est que l'Iran a lancé une attaque large contre différentes cibles en Israël. Et c'est là que ça devient difficile de commenter la guerre. On peut avoir des grands principes et rester à ces grands principes. Israël n'a pas de droit à se défendre à partir du moment où c'est une force occupante. C'est un principe de base. Le Liban a le droit de se défendre contre une invasion terrestre pour lequel Israël a dit c'est logique parce que de toute façon le Liban c'est pas vraiment un pays souverain et pour lequel Israël a un agenda affiché et d'ailleurs qu'il essaie de poursuivre depuis plusieurs années de colonisation du sud du Liban. Donc le Liban a le droit de se défendre. Il y a aussi des questions de proportionnalité. En fait, on peut commenter la guerre ad vitam aeternam en regardant uniquement le droit international et en distribuant les bons et les mauvais points, en disant là ils ont le droit, là ils n'ont pas le droit, là c'est proportionné, là c'est pas proportionné. Une autre façon en effet d'analyser ça, c'est la question des alliances. C'est le fait que l'histoire entière de ce que fait Israël dans la région a causé en fait une alliance défensive contre les attaques, contre les agressions que Israël fait. Et donc que ce jeu des alliances s'est mis en branle à partir du moment où Israël a envahi le Liban. Il y a aussi des enjeux politiques derrière tout ça, il y a aussi des complexités, encore une fois, comme je disais tout à l'heure. L'Iran a aussi un intérêt à aller chercher au travers de la guerre une légitimité politique interne, une stabilité politique interne. Je sais que l'Iran, en ce moment, c'est compliqué politiquement, en plus avec l'autre mec qui est mort la dernière fois dans son crash d'hélicoptère. Mais c'est là où, en fait, on finit sur de l'impuissance politique et que je finis vraiment là-dessus. On est quand même face à de la guerre. On est quand même face à de la violence de masse et on est face à quelque chose qui n'est une bonne nouvelle pour personne. Ça implique aussi une certaine humilité vis-à-vis de l'actualité qu'on voit défiler sous nos yeux. Le seul truc qu'on peut faire, outre continuer de militer pour le cessez-le-feu, c'est aussi, outre d'avoir conscience des éléments de glissement dont je vous ai expliqué tout à l'heure, ces glissements progressifs du droit international, ces glissements progressifs des discours qui sont censés être de base, ceux qui font le truc qu'en fait la Seconde Guerre mondiale, on avait dit plus jamais ça de base. On a aussi, je pense, un devoir de se replonger dans aussi tout ce qui a fait que les mouvements pour la paix et que les juristes dans l'entre-deux-guerres, etc., ont travaillé, ont progressivement imposé des règles communes. Ça, c'est un truc sur lequel je finis vraiment. Quelle est sur notre tâche en tant que militant? L'idée de paix, c'est une idée à laquelle on s'intéresse très peu en temps de paix et qu'on ne fait que déplorer en temps de guerre. Mais je pense que c'est le moment de se plonger aussi dans l'histoire des mouvements pour la paix, dans l'histoire des théories de la paix, dans l'histoire de tout ça, parce que, en fait, mine de rien, il y a des trucs qui se sont construits, il y a des éléments politiques qui sont élaborés, et en arrêtant de bander uniquement le moment immédiat. C'est-à-dire que le moment immédiat, c'est les bombes qui tombent, c'est les groupes armés qui se disputent leur légitimité à agir, c'est le brouhaha des discours politiques et de la propagande de guerre. Et à partir du moment où on sait que c'est un brouhaha, on sait qu'on a les mêmes discours qu'il y a un an, que globalement, va rien avoir de nouveau, c'est aussi le moment de prendre un pas de recul et réfléchir à qu'est-ce qui, au niveau général, international, qu'est-ce qui garantirait les conditions d'une paix. C'est-à-dire que si, en effet, comme je l'ai décrit, les bases mêmes du système international, politiquement, sont attaquées, politiquement sont remises en question, et on est de plus en plus désarmés face à la guerre, même désarmés intellectuellement et politiquement face à la guerre, on a aussi le devoir de se former et de militer sur la question. Mais en tout cas, je sais que le monde militant est grandement en demande de discours et d'analyse, et de projection aussi, sur comment est-ce qu'on pense un système international autre, avec toutes les évolutions actuelles, que ce soit celle du droit, de la nature des guerres, etc. etc. Et ouais, c'est un truc dont on a besoin et dont on demande, quoi. C'est pour ça qu'il faut se pencher sur l'histoire qui a créé cette situation pour penser les conditions d'une paix. On le fait pas du tout là, dans le feu de l'action. Ouais, de fou, exactement. Mais c'est pour ça, en effet, que, ok, la paix, mais il faut parler de justice aussi, genre justice réparative à minima. Bien sûr, mais la paix est une question de justice. C'est un truc qu'on confond souvent. On a souvent l'impression que quand on parle de paix, on parle d'un truc un petit peu iréniste, un petit peu gentil, un petit peu voilà, on va faire la paix tous ensemble, etc. Mais quand tu te penches sur les théories de la paix, notamment sur ce que peut écrire Johan Galtung
qui était un penseur norvégien, qui a été un des fondateurs du camp des théories de la paix, etc. Quand il étudie la question de la paix, il se pose la question de qu'est-ce que c'est que la paix. Quand on pense la paix comme autre chose que simplement l'absence de guerre, en fait, c'est différents types d'absence de violence. Et en fait, sauf qu'en fait, ça nous fait chier de dire c'est l'absence de violence structurelle, l'absence de violence directe, l'absence de violence culturelle, etc., etc. Mais en fait, l'absence de ces violences-là, c'est la présence de justice. Et donc, en fait, quand on dit pas de justice, pas de paix, c'est un précepte qui est soutenu par des théories et des théories et des théories qui sont développées depuis des décennies sur la question de la paix. En effet, se poser la question de la paix, c'est se poser la question de la justice. C'est pour ça qu'on reboucle tout le temps, en fait. Et c'est pour ça qu'on reboucle sur le droit international. C'est comment on garantit cette justice.